La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour. Tout d'abord, une merveilleuse année à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour Destin de femme, l'émission du féminisme autrement, inspirée par le livre de Valérie Pérez. Mère, écrivaine, activiste, conférencière, femme qui ne lâche rien, c'est ainsi que Sarah Baruch se présente sur les réseaux sociaux. Survivante et porte-voix des victimes de violences conjugales, elle est à l'origine de projets marquants comme le documentaire Vivante et le livre collectif 125 et des milliers, d'où découle son association d'ailleurs, 125 et après, en référence au nombre moyen des féminicides en France chaque année. Sarah, vous venez aujourd'hui avec votre nouveau livre, De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, tout juste sorti chez HarperCollins. C'est un grand roman, comme le surnomment déjà certains critiques, qui résonne tout particulièrement en cette année des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. On va en parler évidemment. Bienvenue sur Sud Radio. Merci et bonne année Brigitte. Bonne année Judith. J'ai été renommée aujourd'hui, Ça commence j'adore. bien, ça commence bien. On garde, on adore. Alors, écoutez, j'aime beaucoup mon nouveau prénom, Sarah. Tout va bien, je suis en grande forme. Allez, les questions usuelles de cette seconde saison. Alors déjà, votre définition du féminisme à vous, Sarah Baruch. Et j'aime assez dire que finalement le féminisme c'est essayer de pointer tout ce que les femmes n'ont pas le droit ou ne peuvent pas faire et essayer de l'acquérir. D'accord. C'est-à-dire par quels moyens on fait ses acquis? J'aime bien l'idée de passer par les chemins qui n'ont pas l'air évidents. C'est-à-dire que moi, aller sans arrêt me plaindre que l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas ça, alors que l'État a plein d'autres choses à faire et que en attendant, il fait quand même pas mal du job. Et voilà, moi je suis plutôt une optimiste, donc en fait je préfère essayer de prendre chaque cas qui vient à moi et de pointer finalement ce qu'on peut améliorer là tout de suite maintenant, plutôt que d'aller manifester pendant 10 ans pour obtenir quelque chose qui changera rien en gros. Donc voilà, moi je suis une pragmatique, j'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis et je suis proche des victimes qui... Action concrète quoi. Ouais, action concrète. Est-ce que les hommes ils peuvent être féministes? Ah bah tout à fait, heureusement. Ouais. L'idée quand même, c'est pas de créer une nouvelle guerre. Si on considère que la guerre des sexes c'est quelque chose qui existe et dans les faits effectivement ça existe un peu quand même, l'idée c'est pas de prendre une revanche, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'aimer sans se faire trop mal. Donc parce que la révolution ça coupe des têtes aussi quoi. Bah la révolution ça coupe des têtes et puis au final c'est un cercle infernal vicieux qui passe son temps à se reproduire. Donc il faut sortir de ça justement et l'objectif c'est de pouvoir s'aimer encore une fois sans qu'il y en ait qui meurent, sans qu'il y en ait qui pleurent, sans qu'il y ait des enfants qui pâtissent de tout ça. Et donc c'est un projet de société à réaliser avec les hommes. Ensemble. Et ensemble, tout à fait. Vous avez un exemple d'homme féministe autour de vous? Mon frère, je dirais. C'est votre premier fan? C'est mon premier fan, mon éditeur chez HarperCollins, qui Mathieu Johan. Je lui fais d'ailleurs un petit coucou. On lui passe le bonjour. Donc oui, j'en ai plein en fait. J'en ai plein. Je sais pas s'il se présente comme ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc et je suis féministe. Mais en tout cas, à partir du moment où il considère que un livre écrit par une femme n'est pas un livre de femmes pour les femmes déjà. Pour moi, c'est pas forcément revendiqué féministe. Non, mais c'est un acte féministe. Mais voilà, même. je dirais que tous ceux qui ne sont pas misogynes, quelque part, sont féministes. Oui, je suis assez d'accord. Un obstacle à cet avancement du droit des femmes, justement, mis à part la guerre permanente, selon vous? Je dirais les dérives religieuses. C'est un peu quelle qu'elle soit d'ailleurs. Quelle qu'elle soit. Je ne connais pas de religion en fait qui ne crée pas de distinction entre les hommes et les femmes. Et la définition du féminisme telle qu'elle est donnée un peu partout, c'est pas la mienne, mais c'est celle en tout cas vers laquelle je me réfère quand je lis, quand je réfléchis, c'est égalité des droits et possibilité d'émancipation. Et dans toutes les religions. Que ce soit à travers le corps des femmes que l'on doit couvrir, que ce soit chez les juifs avec la perruque ou le chapeau, chez les musulmanes avec le voile. Mais le voile était aussi recommandé pour les femmes catholiques avant que... Elles avaient des foulards souvent sur voilà, la tête, ça s'appelait, on appelle ça un voile, des fichus quoi. Un fichu, mais ou alors tout simplement que des hommes qui décident finalement, en se nommant eux-mêmes prophètes de ce que les femmes peuvent ou ne pas faire et qui du coup décident
du moyen de contraception, décide, comme c'est le cas dans l'Église aujourd'hui, peu importe les courants, mais l'hindouisme aussi imposait des différences entre les hommes et les femmes. Donc finalement, toutes les religions... Monothéistes ou polythéistes. Exactement. Créent des distinctions entre les hommes et les femmes, et donc sont des freins au féminisme. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui améliore cette condition des femmes aujourd'hui, selon vous? C'est quoi l'avancée principale? Je trouve que les réseaux sociaux permettent une facilité de partage. De la parole. De la parole, du coup, des témoignages, des récits que l'on peut lire, et finalement de cette impression qu'on n'est pas seul. Parce que là, c'est génial. Donc toi, Brigitte, toi, Brigitte, tu as une émission. Ça ferait bébé en même temps. Voilà, Brigitte Belair, on adore. Ouais, ce serait cool. Non, je sais pas pourquoi. Vraiment, je suis non, désolée. Mais ça ressemble à Judith. Hein, tout va bien, ça. Quoi qu'il en soit. Des femmes ont des émissions aujourd'hui, de plus en plus, où elles décident du fond de l'émission, où ce ne sont pas uniquement des potiches. Elles sont productrices, quoi. Enfin, voilà, mon cas, en productrices, rédactrices en chef, etc. Donc, elles permettent l'éclosion, mais c'est encore peu significatif. Enfin, je veux dire, je crois que c'est 30% le nombre de femmes qui ne sont pas des potiches à l'écran ou à la radio, etc. Même si j'ai pas de problème avec le fait de présenter la météo ou autre. Mais oui, il y a aussi des potiches hommes. Hein. Il y a aussi des potiches hommes, c'est pour ça que c'est pas une critique, mais quoi qu'il en soit, qui décident du fond, c'est encore une minorité. Donc heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour permettre de créer cette contrebalance et de pouvoir montrer qu'un sujet est important quand jusqu'ici on en minimisait l'impact. On parle vrai sur Sud Radio, vous le savez. Alors parlons de vous un peu. Simone de Beauvoir, elle nous disait: on ne naît pas femme, on le devient. Quand est-ce que vous êtes devenue femme, vous? Est-ce qu'il y a un moment je dirais que je suis devenue femme de la même manière que je suis devenue juive, c'est-à-dire à travers le regard de l'autre et surtout la souffrance que ça génère. Voilà, je dirais que je suis devenue femme à mon premier avortement. Et alors pourquoi, comme vous êtes devenue juive, c'est par rapport au 7 octobre, c'est ça, le regard a changé? Pour moi, ça date bien avant ça. Moi, je suis devenue juive quand j'avais 13 ans et que j'ai été frappée parce que du jour au lendemain, dans mon collège... il y a une jeune femme qui est arrivée, une collégienne qui est arrivée avec un tchador, à l'époque on appelait ça comme ça, et ça a créé une émeute parce qu'on l'a renvoyée le jour même. Et du jour au lendemain, la religion s'est invitée dans notre établissement. Ça aurait été la même chose dans l'espace public. Ça a l'air d'être un raccourci, mais non, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'identification à travers une religion, le fait que ça supplante tout le reste, s'est imposé. Alors elle, évidemment, elle ne m'a rien fait, mais tout autour, ceux qui étaient très en colère, qui ont commencé à balancer des chaises dans les salles de classe, etc., ont fait que je me suis fait insulter, frapper, que j'ai dû changer d'école en cours d'année dans l'urgence. Donc je suis devenue juive, pour moi, à ce moment-là. Donc ce qui était un non-sujet est devenu un sujet à cause des autres, quoi. Dans la mesure où ça a dicté finalement mon quotidien. J'ai dû du jour au lendemain faire 1h30 de métro chaque jour, aller dans un milieu qui n'était pas le mien, changer d'école, perdre mes amis. Donc ça a totalement changé ma vie. Et de cette douleur, vous avez fait de la lumière, j'ai envie de dire, Sarah Baruch. Quand même. Ma psy serait très contente de vous l'entendre. Non, c'est vrai, c'est ce que vous faites même dans votre livre en général. Oui, c'est votre manière d'aborder la vie en fait. Moi, je crois que la vie, ce qui compte, c'est pas tellement ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Je suis là, j'ai pas l'intention de partir tout de suite. Il y a assez de gens comme ça qui peuvent nous créer des déceptions, des désillusions, beaucoup de tracas. Donc, je pense que le meilleur pied de nez, c'est justement de trouver la réponse la plus lumineuse possible. Tête haute. Alors Sarah Baruch, votre livre, de blanc, de bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, c'est votre tout dernier roman, il est sorti chez HarperCollins. Dans ce livre, vous nous racontez les vies difficiles de femmes et d'hommes confrontés à la violence, à l'antisémitisme, au terrorisme, à l'intolérance, à l'islamisme, à l'oppression, à la pauvreté. Et puis un petit bout de vous aussi. Jeanne, votre héroïne principale, c'est un peu votre alter ego, non ? Tout à fait, elle est inspirée de ma vie, de celle de ma sœur aussi, et de celle de plusieurs proches. Voilà, j'ai essayé de faire un gloubi-boulga. Elle est tiraillée entre le pays où elle est née, c'est-à-dire la France, le pays où elle a cru renaître, Israël, et dans lequel elle a été totalement choquée
dont elle est revenue à cause d'un attentat. Elle est revenue parce qu'il y a eu la deuxième guerre du Liban, qu'il y a eu un attentat auquel elle a réchappé de justesse. Et puis, c'était trop pour elle, c'était trop dur, ce quotidien. Elle est revenue en France et elle est de nouveau... Vous avez essayé, vous aussi, d'aller vous installer en Israël ? Ouais, j'ai essayé, alors pas de manière totalement stable. J'ai travaillé entre Paris et Tel Aviv pendant plusieurs années. Et puis, comme Jeanne, je suis revenue, j'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'elle est dure, la vie là-bas ? Elle est extrêmement dure et c'est un petit peu ça aussi le point de vue de ce livre. C'est une phrase de Robert Badinter qui m'a inspirée, qui m'a dicté ce livre. C'est qu'il faut donner aux faits et aux idéologies leur vérité humaine pour comprendre ce qui se passe. Et on résume dans les médias beaucoup Israël à la politique d'un gouvernement en effaçant totalement les civils. Le peuple. Voilà, et c'est ce que j'ai essayé de rendre avec le personnage de Jeanne. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, Destin de femme, c'est en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine et activiste Sarah Baruch et de son dernier roman Deux bleus, deux blancs, deux rouges et d'étoiles qui est sorti chez HarperCollins. Je vais y arriver entre Brigitte et Harbert. Ne partez pas trop loin, nous on reste là avec vous. Allez, à tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Oui, Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission du féminisme autrement, les femmes et les hommes. Décidément aujourd'hui ensemble. Allez, aujourd'hui on est avec l'écrivaine et activiste fondatrice de l'association 125 et après Sarah Baruch et son dernier roman Deux bleus, deux blancs, deux rouges et d'étoiles. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Alors Sarah Baruch, il y a aussi une postface dans ce livre que vous nous expliquez, qui ancre. En fait, vous nous expliquez quelles sont les inspirations en fait de vos récits. Ça les ancre dans le réel. Toutes ces histoires qui se rejoignent, elles ont, comme vous le disiez tout à l'heure, un point commun, c'est l'humanité, c'est-à-dire qu'on se met tout d'un coup à la place des gens, quel que soit le point de vue d'ailleurs, le point de vue aussi du terroriste, etc. Donc c'est intéressant de donner de l'humanité à tout cela. Est-ce que c'est la nécessité qui a guidé vos choix d'histoire ? Comment est-ce qu'elles se sont imposées à vous ? Alors, pour le coup, vraiment le 7 octobre, autant l'antisémitisme, je l'ai connu depuis que je suis toute petite. J'ai envie de dire que ça va avec le package juif. Mais le 7 octobre, j'ai eu l'impression de vivre dans un monde parallèle, avec une certaine compréhension de ce qui se jouait, on va le dire clairement, à l'extrême gauche et à l'extrême droite aussi. Enfin, de toute façon, dès qu'il y a extrême ou ultra, moi, ça me pose un petit problème. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de réfléchir comme ça. C'est-à-dire, j'avais l'impression de voir des gens prisonniers d'idéologie. On est à gauche, alors on doit penser comme ça. On est à droite, alors on doit penser comme ça. Alors qu'au milieu, il y a des gens qui crèvent. Et il y a juste des gens qui ont envie de vivre sans se prendre des bombes, quel que soit le côté de la frontière. Et d'ailleurs, quel que soit le pays en crise. Et j'ai eu envie de dire ça. J'ai eu envie de dépeindre une sorte de fresque d'humains confrontés à la violence qu'ils n'ont pas choisie. Parce qu'au final, la plupart des personne civils... ne l'a choisi. Ils sont, c'est une immense... je veux dire, c'est pas la majorité, quoi. Les gens haineux dans la vie, on le devient parfois quand on est désespéré. Et c'est pas une excuse. Enfin, je veux dire, non. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a une histoire derrière. Voilà, quoi. Ceux qui naissent dans l'idée d'aller tuer des gens, c'est quand même pas la majorité de l'humanité. Donc j'avais envie de raconter ça. Comment on réagit quand on n'a pas le choix. Alors vous le dites, vous êtes pour la justice sociale, mais impossible d'être à gauche désormais. Pour moi en tout cas. Pour la majorité, je pense, des Juifs de France. En l'occurrence, c'est LFI le problème, on est d'accord ? C'est LFI, et puis c'est le fait que tant de gens qui ne sont pas LFI et soient dans la gauche d'où je viens, n'aient pas eu de scrupules à s'allier avec eux. Et alors, résistance laïque, c'est votre hashtag. L'idée, c'est qu'en fait, on peut être laïque et respecter les autres, quoi. Il faut expliquer ce que c'est la laïcité, en fait, aussi. Oui, alors j'ai aussi une association qui s'appelle Résistance laïque, justement, pour tous ces sujets, mais pour l'instant... Dont vous parlez moins pour l'instant. Dont je parle moins. Mais oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être quand même sacrément accroché pour rester humaniste, pour rester dans l'idée d'un progrès social, quand ces idées-là, censées être représentées par la gauche ou le centre en tout cas, ou on va dire la droite tendre, je sais pas si ça existe. Par les gens gentils en tout cas. Par les gens gentils en tout cas, ils sont de moins en moins nombreux. Donc ça appelle en soi un réel combat de pas tout mélanger, de pas virer dans l'aigreur, de pas virer dans les envies de violence, quand tout le monde est à ce point
obtus et n'hésite pas à proférer des propos qui antisémites, qui islamophobes, enfin en tout cas. C'est vrai qu'en ce moment, très, très, très antisémite, ça dérange personne. Je préfère... Ça en dérange quelques-uns quand même, heureusement. Oui, bon, c'est vrai. Heureusement. J'ai tendance à être un peu désespérée. Mais en tout cas, il commence à se faire entendre. On va dire que pendant les premiers mois du 7 octobre, puisqu'on en est au début de l'écriture de ce livre, je me suis sentie mais il y a eu dans une vague solitude. Terrible. Ouais. À ce moment-là, je me suis sentie dans une solitude extrême, dans un désespoir aussi de qu'est-ce que je raconte à ma fille de 5 ans et demi. Dans quel monde on va ? Comment faire en fait pour montrer que les choses ne sont pas binaires, qu'il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants, que des gentils, des méchants, il y en a partout. Ça a l'air d'être débile de dire ça, mais vous l'écrivez très bien dans votre livre. Hein. C'est ce qu'on en comprend en fait. C'est que justement donner ce point de vue d'humanité, ça permet de comprendre que finalement c'est pas toujours tout blanc tout noir, quoi. Non, et j'aime assez sans rentrer forcément dans la situation au Proche-Orient, le dilemme d'Isaïas, qui lui est érythréen. Et qui doit fuir l'Érythrée, voilà, qui est un migrant, qui erre depuis des années dans l'espoir un jour de pouvoir rappeler sa mère, et qui se retrouve un peu bouche bée devant le discours d'une militante de Médecins sans frontières, mais qui aurait pu être de plein d'autres associations, et qui finit par lui dire... Inspiré de messages que vous avez reçus, je tiens à le dire. Quand même. En fait, oui, non, mais je l'explique, je parle de Médecins sans frontières parce que c'est toujours la grande excuse des gens qui m'attaquent sur les réseaux sociaux en m'envoyant des mails bien dégueulasses. Regardez comme on est honorable. Voilà, regardez comment on est géniaux. C'est comme l'ONU, c'est comme... Voilà, tout ça. Donc, tout est inspiré de faits réels dans ce livre. Et effectivement, j'ai reçu tellement de messages horribles de femmes qui me disaient « Comment vous pouvez dire ça ? Moi qui ai été militante à Médecins sans frontières. » Généralement, quand ça commence comme ça... j'ai mal barré. Voilà, j'ai pas besoin de carte magique, en fait. Le propos, pour moi, dépasse la carte de visite. Vous discutez quand même ou vous laissez tomber dans ces cas-là ? J'aime bien discuter quand je vois que les gens en face sont sincères, que sincèrement ils ont envie d'agir, que sincèrement la misère les dégoûte et qu'ils ont besoin de se raccrocher à une idée pour se dire qu'ils sont du bon côté. Mais le bon côté, en fait, c'est jamais définitif, c'est chaque cas qui doit être remis en question, chaque situation qui impose de se poser des questions et de mener des enquêtes. Voilà. Sarah Baruch, 125, c'est en moyenne le nombre de femmes qui, chaque année en France, meurent sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon, soit une tous les 2 jours et demi, sans compter les milliers de vies abîmées, détruites. On imagine que c'est ce qui vous a motivé à créer cette association 125 et après, sur ce chiffre-là, justement, qui est quand même aberrant. Qui est totalement aberrant parce qu'il est faux. Ouais. Voilà. Ce qui est en fait il bien est plus tellement grand. sous-évalué. Mais je vais vous faire la démonstration de manière pragmatique sans rentrer dans les détails. En France, depuis 2020, le suicide forcé est reconnu comme un féminicide. Il y en a à peu près 270 par an qui sont comptabilisés parce que quand je parle à des médecins légistes, la plupart font pas d'enquête en fait quand il y a une femme qui se suicide. Donc si on les prend en compte, c'est plus d'une femme qui meurt chaque jour. Les co-victimes ne sont pas comptabilisées, que ce soit les enfants qui sont tués en même temps ou la maman qui hébergeait sa fille, etc. Il y en a des centaines chaque année. Ils sont comptabilisés nulle part. Et enfin, et ça c'est un des projets aussi de l'asso à moyen terme, il n'y a aucun chiffre officiel qui comptabilise l'impact sur la santé des femmes et le développement des maladies mortelles quand elles subissent de la violence. Et ça, vous pouvez en parler, vous ? Ah bah, je peux en parler parce que effectivement, moi, quand je me suis enfuie, le fait d'avoir senti une boule dans mon sein et de me dire que peut-être que j'allais être exaucée de toutes les fois où j'avais supplié de mourir et que ça n'arrivait pas. Et finalement, quand on parle à des oncologues, quand on parle à des cardiologues, quand on parle à des endocrinologues, tous sont formels. Évidemment, quand on est soumis à un stress aigu pendant des années chaque jour, on développe des maladies mortelles. Bien sûr. Sauf qu'il n'y a jamais d'enquête. C'est pas normal, ça. Il y a aussi ce film Vivante qui est passé sur Canal+ il y a peu, ce documentaire qui est réalisé par Claire Lajoni, qui met aussi en lumière le processus de résilience et de reconstruction, parce qu'on va partir sur une note d'espoir quand même. C'est essentiel pour vous de montrer non seulement la souffrance, mais l'espoir et la force des survivantes en fait, et de ces femmes qui arrivent à se reconstruire malgré le désespoir, quoi. Je dirais que c'est même plus que ça. Quand on a survécu à son monstre, on a une force inébranlable. Et c'est ça que je dis. Évidemment qu'on n'est jamais indemnisé à la hauteur de ce dont on a souffert moralement ou physiquement ou financièrement. N'empêche que quand on a réussi à se dire que la vie serait plus forte, à se dire qu'on méritait mieux que ça, à se dire qu'on allait y arriver et qu'on a monté chaque petite marche vers la vie qu'on espère se construire, mais rien ne peut nous arriver. Indestructible. Indestructible. Vous continuez à militer pour la lumière, malgré les tragédies, ou en raison, en fait, de ces tragédies, on pourrait dire, peut-être ?
Oui, en fait, moi, pour agir, j'ai besoin d'être en colère. Parce que c'est mon moteur. J'ai besoin d'en faire quelque chose qui, justement, va transformer cette colère. En force positive, du coup. Voilà, c'est vrai que ça va mieux. En gueulant un peu quand même. En gueulant un peu quand même, en tapant un peu du poing ou sur mon oreiller, voilà. Mais j'essaye de faire toujours quelque chose qui va donner envie de s'intéresser. Par exemple, quand je fais le projet des éclipses aux éclipsés, c'est des photos thématiques et symboliques que je fais les jours d'éclipse pour parler de tous les combats féministes encore éclipsés des médias ou de la cause publique. Et où est-ce que vous allez chercher toutes ces idées, en fait? Ça vous vient comme ça? Beaucoup. Ouais, c'est ça. Vous êtes très, très, très multiples dans vos activités aussi. Hein. Voilà, mais les photos qu'on fait, là d'ailleurs il y en a 2 qui arrivent parce que les 2 prochaines éclipses sont au mois de mars. Voilà, quand on s'était rassemblées chacune avec des cordes pour parler des femmes iraniennes que l'on pend, quand on avait rassemblé plus de 600 paires de chaussures qu'on avait peintes en rouge au pied du Trocadéro pour parler des féminicides, parce que la chaussure rouge c'est le symbole du féminicide. Mais en fait la photo elle est sublime et donc ça donne envie de s'y intéresser. Ça devient de l'art. Voilà. Et parce que l'art est là pour mettre en lumière aussi. Et quand le grand public n'est pas concerné, il n'est pas sensible à la misère, je dirais, brute. Il faut la sublimer. Si vous aviez un souhait, Sarah Baruch, je vais y arriver aujourd'hui, mais perturbée. Si j'avais un souhait, je vais dire très pragmatique, me poser un peu, je parle pas de travail. Là, vous voyez, la semaine prochaine, je fais mon 10e déménagement en 5 ans. Parce que l'après des violences, c'est ça aussi. C'est une forme d'instabilité. Donc ma fille... Pour pas qu'ils vous retrouvent ? Il y a eu au début de ça, les premiers mois, puis après il y a eu que j'avais pas tout de suite les moyens de vivre ailleurs que dans mon bureau. Ensuite je suis partie, ensuite j'ai été encore une fois sensible à l'amour et ses promesses et patati et patata. Bref, 5e déménagement, 10e déménagement en 5 ans. C'est beaucoup quand même, ouais. C'est beaucoup. Donc j'aimerais bien que le prochain appartement, je puisse y rester un peu plus longtemps. Écoutez, c'est tout ce qu'on peut espérer pour vous, Sarah Baruch. Bravo en tout cas pour vos engagements. Merci Judith. Merci d'être venue. De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, c'est un très joli livre, je vous le recommande et c'est poignant, c'est tout juste sorti chez HarperCollins et c'est le livre de Sarah Baruch. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, n'oubliez pas, demain c'est excellent à 19h, la première de l'année 2025 et puis vous pouvez tout retrouver sur sudradio.fr, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, Deezer, etc. Et puis merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui et bisous à tous et encore une merveilleuse année. Bisous à toutes et à tous, bye. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.